Pour moi, l'homophobie a été quelque chose d'assez compliqué à vivre en fait. J'ai connu l'homophobie effectivement dans mon enfance, comme beaucoup d'autres personnes LGBT. Et bon, ça a été quelque chose qui m'a aussi pas mal freiné dans mon évolution personnelle pendant un temps. Mais ça a été aussi l'occasion d'un tremplin. Je m'explique par là, c'est que j'ai aussi réalisé à un moment donné que pour vraiment évoluer positivement avec cette question de l'homosexualité, il fallait déjà que je puisse me soustraire des représentations artificielles de l'homosexualité, homophobes, des représentations homophobes de l'homosexualité, pour pouvoir avancer, quoi. Donc ça a été quelque chose de compliqué dans mon enfance parce que j'avais pas forcément les repères pour ça, mais en grandissant, je me suis aperçu qu'il était stupide de penser que cette différence de la sexualité pouvait être quelque chose de malsain ou de pervers ou je ne sais quoi encore. Euh, et comme beaucoup d'autres homosexuels, ben, je suis aussi passé par la question de l'acceptation de moi-même, en plus de l'homophobie en fait intériorisée que beaucoup ont connue. Donc il a fallu que je dépasse aussi un peu cette question d'homophobie, que je n'ai plus peur de m'exprimer et d'être comme j'étais. C'est, je pense, quelque chose qui touche beaucoup d'homosexuels que de s'accepter homosexuel dès le départ. Il y en a qui arrivent à cet exercice, mais ce n'est pas quelque chose de forcément facile pour tout le monde. Donc, et en particulier dans les cultures africaines, il y a effectivement des freins assez forts à cette acceptation des personnes homosexuelles, parce qu'il y a aussi un aspect, je dirais, je pense, un arrière-fond, enfin ça c'est mon avis, un arrière-fond spirituel et culturel, religieux très fort, sur le fait que l'homosexualité est quelque chose de déséquilibré, qui menace l'équilibre naturel, etc. Enfin, tous les poncifs que l'on a pu entendre en fait dans ce type de représentation, pour ce type de représentation. Mais il existe en fait, comme j'essaie de le dire également précédemment, il existe aussi dans certaines cultures, enfin certaines représentations culturelles en Afrique, des schémas culturels donc bien précis où l'homosexualité peut s'affirmer sans que cela dérange pour autant les normes de représentation de la sexualité, de la fécondité homme-femme. Donc c'est quelque chose que que j'ai pu voir et comprendre notamment à travers les Sangomas rencontrés en Afrique du Sud. J'ai vu aussi un documentaire là-dessus qui en parlait euh, également à Paris il y a quelques années. Et sur les Sangomas, et en particulier une Sangoma féminine qui pouvait être à la fois Sangoma et lesbienne. Alors c'est aussi une particularité de la personne Sangoma qui est un peu comme un chaman, un lien entre les vivants et les morts. On retrouve aussi ce genre de, d'acceptation dans d'autres cultures où le chaman ou la personne en tout cas qui est en lien entre les vivants et les morts, étant occupé par un esprit féminin ou masculin, peut avoir le droit en fait d'exprimer sa sexualité avec une femme si elle est une femme ou avec un homme s'il est un homme. C'est quelque chose que j'ai pu aussi apercevoir dans certaines cultures. Bon après j'en connais pas, je connais pas précisément en fait. Je me suis renseigné un petit peu là-dessus, mais je n'ai pas été jusqu'au bout de ces informations. Mais ça montre bien que euh, il y a aussi des acceptations culturelles très différentes d'une culture à l'autre en Afrique, parce qu'il y a des cultures en fait, hein. Il n'y a pas qu'une seule culture monolithique africaine, il y a des cultures et des représentations culturelles différentes dans une même culture. Donc voilà, il y a aussi ces particularités-là qui permettent aussi
donner un peu plus d'ouverture en fait au sujet, mais ça reste quand même très, très codifié. Alors, je pense qu'il y a un peu aussi ce rapport de l'homophobie à, à la question de la représentation d'une particularité, d'un particularisme culturel, enfin, euh, sexuel et culturel, mais et identitaire en fait. Euh, et c'est quelque chose qui, de toute façon, que l'on retrouve aussi dans la question du racisme, dans la question du handicap, dans la question de je sais pas, d'une autre forme de discrimination qu'on pourrait trouver marquée par une différence particulière. Chaque personne qui exprime une différence particulière dans un groupe est toujours sujet en fait à l'interrogation, à la suspicion. Il faut un temps effectivement nécessaire avant l'intégration de cet élément dans un ensemble pour s'apercevoir qu'en fait cet élément peut être aussi une source d'enrichissement. Il en est de même d'ailleurs en comparaison, je pense, pour les inventeurs. En fait, c'est vrai que des inventeurs comme Galilée qui ont dit que la Terre était ronde, contrairement à ce que proclamait l'Église à l'époque, bon, ça a été une révolution qui l'a mis aussi en contact avec une forme de discrimination qui aurait pu lui coûter la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est malheureusement propre à l'homme que de vouloir absolument se méfier d'un élément qui vient perturber un fonctionnement général, une représentation générale, alors qu'elle pourrait être aussi une occasion d'évolution et je dirais, d'ouverture et de compréhension un peu plus large du fonctionnement de la vie, de la création, etc. Voilà. Et bon, malheureusement, on n'en est pas sorti, en fait. Il y a encore ces peurs, des superstitions, des choses comme ça qui nous attachent à vouloir toujours se méfier d'un élément différent, venant perturber, en fait, les représentations classiques déjà établies d'un fonctionnement social. Bon, voilà, enfin, grosso modo, c'est un peu ce que je peux dire là-dessus. Et je voulais terminer donc avec un texte aussi, donc un texte sur la question de l'esclavage. Bon, j'ai un ancêtre esclave aussi, en plus d'avoir des ancêtres aristos, comme je disais dans un premier texte. Donc du coup, c'est aussi une question qui m'a beaucoup interrogé, parce que l'esclavage, c'est pas simplement l'esclavage noir, c'est aussi l'esclavage mental, c'est plein de choses. Et voilà, ça me semble important de pouvoir aussi se démarquer de toutes ces peurs, enfin s'affranchir de toutes ces peurs, de toutes ces habitudes qui nous empêchent d'évoluer en humanité et en intelligence, laquelle se fonde toujours de toute manière, pour moi, sur la question de la défense de la vie, de tout tout ce qui nous relie les uns aux autres, quoi. Donc dès qu'il y a un système comme ça qui vient proposer une forme, même parfois une forme de liberté, on peut s'apercevoir très vite que, à l'instar du communisme ou d'autres idéologies, elle peut devenir un esclavage mental qui finalement finit par diviser, rejeter en fait les éléments indésirables et, et durcir les comportements en fait en ostracisant et enfin, en ostracisant les autres, ceux qui ne font pas partie de ce système-là, et en déséquilibrant finalement une société. Voilà, donc je vais lire ce texte-là sur l'esclavage, parce que ouais, ça peut-être quelque chose qui pourra peut-être conclure un peu cette réflexion un peu à l'arrache, j'avoue. Donc voilà. Esclavage, tyrannie, oppression. Des mots différents pour un même but, l'avilissement de l'homme. Il y eut Moïse et le peuple hébreu, il y eut les bateaux négriers, et aujourd'hui comme hier, des enfants de par le monde continuent à travailler dans des usines, risquant leur vie et leur santé pour une paye de misère. À quel monde devrions-nous nous attendre pour l'avenir si nous n'offrons à notre descendance une meilleure vision d'elle-même? Si les droits de l'homme et de l'enfant ne restent que des mots?
Aujourd'hui encore, l'esclavage révèle la multiplicité de ses visages, offrant à la réflexion prédatrice de notre espèce toutes sortes de déclinaisons. Esclavage de l'argent, du pouvoir, de sociétés de loisirs qui proposent toutes sortes de plaisirs pour oublier nos difficultés et le seuil inéluctable de la mort. Le plaisir est devenu une drogue marchande, une sorte de Dieu complaisant et pervers, qui se joue de nos faiblesses et de notre aveuglement pour nous pousser à désespérer de nous-mêmes. L'amour, un produit de consommation comme un autre, réduit à un sextoy. La vie, une combinaison biochimique de cellules que l'on peut manipuler, marchander à sa guise, sans s'inquiéter des conséquences. L'homme, à cause de l'ignorance de ce qu'il est, de cette vie incroyable qu'il porte, continue à se gâcher, à mettre en danger sa santé morale et physique, ainsi que son environnement, à être l'esclave de ses peurs et de ses instincts, à répéter les mêmes erreurs. Le premier esclavagiste de l'homme, c'est son aveuglement persistant. Chacun de nous est esclave de quelqu'un, de quelque chose, chacun à notre niveau. Les grands despotes sont aussi les grands esclaves de ce monde, ferrés par une peur et une haine qui ne les lâchent que difficilement. Leurs rêves de bonheur et de liberté se sont échoués sur les rives d'une inspiration orgueilleuse et malade, d'une chimère idéologique qui les a dévorés, condamnant à l'échec l'homme libre tout autant que le tyran. Exister, c'est s'affranchir, c'est faire confiance à la vie en respectant son mouvement, en prenant soin d'elle et en la transmettant à son tour. C'est écouter l'homme éveillé qui sommeille en chacun de nous et sort parfois de sa torpeur pour pointer du doigt un morceau de ciel.